Candeur fatale de Didier Esposito aux éditions du Caïman. Alexis Sanchez s'étire. Engourdi par 2 heures passées sur une chaise bancale à réviser ses cours de biomécanique. L'alarme vibrante de son téléphone sonne la fin de cet après-midi consacré à lever les derniers doutes. Timing parfait. Sans un regard pour l'écran, il l'effleure pour mettre fin au tremblement discret du bureau. Il regarde sa montre. La grande aiguille s'approche des sommets du cadran, tandis que sa petite sœur entame seulement la montée de la dernière partie de la journée. Le jeune homme rassemble ses affaires, remet dans les rayons les livres empruntés dans cet immense open space et se dirige vers la sortie de la bibliothèque universitaire des sciences du quartier de la Métard. Comme tous les soirs, il est resté le plus tard possible. Plus pour se donner bonne conscience que pour travailler jusqu'à la dernière minute. Les partiels de décembre se profilent et il veut faire le maximum pour ne rien regretter. Plongé dans ses pensées, l'étudiant se mêle au flot peu nourri des âmes quittant la bibliothèque à cette heure-ci. La majorité se dirige vers les bus qui vident le campus chaque soir. Il emprunte, lui, le chemin de la prochaine destination quotidienne de l'étudiant expatrié. La nuit stéphanoise, tombée depuis plus d'1 heure, l'enveloppe de son vent froid, bouleversant l'ordre entretenu dans ses cheveux bruns et glaçant son visage aux traits ordinaires. Les mains enfoncées dans les poches de son cuir, il enchaîne les mêmes pas, le même trajet tous les soirs de la semaine, pour pouvoir enfin se mettre au chaud. Julien Rocher, son ami de toujours, vêtu d'un jean noir et de son éternel caban bleu, l'attend dans le hall du restaurant universitaire. À l'instar d'Alexis Sanchez, il est brun, sportif et élancé, comme bon nombre d'étudiants en STAPS. Comme tous les soirs de la semaine, Rocher, le sourire en toutes circonstances, est arrivé le premier. « Salut Julien, ça fait longtemps que tu m'attends ?»« D'après toi, répond-il en soufflant dans ses mains. Suffisamment pour me les geler, crois-moi. Je sors de 2 heures de natation et de 20 minutes de bus, alors j'ai une dalle terrible, ajoute-t-il en poussant la porte de la cantine. Tu fais quoi ce soir? Demande Alexis en se glissant dans la maigre file d'attente. Laisse tomber, je te vois venir, n'y pense même pas. Cette année encore, pas le droit à l'erreur. C'est la licence. Et si je veux être pris dans le master que j'ai choisi, il faut que j'arrête les conneries, répond Julien. Quelle volonté, ironise Alexis. Tu as raison. Je nous connais. Si on commence à aller prendre une bière, on va encore rentrer à des heures impossibles. De toute façon, je suis crevé, conclut Rocher. Après avoir suivi un cursus commun les 2 premières années en STAPS, Alexis Sanchez et Julien Rocher empruntent un chemin différent pour la dernière année de licence. Alexis a opté pour les activités physiques adaptées à la santé, aspirant à travailler plus tard en centre de réadaptation, tandis que Julien prépare cette année la spécialisation entraînement sportif, espérant devenir un jour entraîneur reconnu de natation. Les 2 jeunes hommes effectuent leurs études à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, dont une partie est nichée dans le quartier de la Métard, sur une des 7 collines de la ville. Visant le master, le duo approche de la fin de son cursus et multiplie les efforts. Même s'ils mesurent la chance de pouvoir faire des études et choisir leur voie, ils espèrent basculer dans la vie active dès que possible. Quelques réflexions ébauchées plus tard dans cette antre des lipides, le repas est déjà terminé. Il faut dire qu'il n'est composé que d'un plat chaud et d'un soda, accompagné d'un morceau de ces petits pains que l'on ne trouve que dans les cafétérias et cantines. Pas de quoi régaler les papilles, mais cela présente l'avantage de perdre peu de temps et de calmer pour la soirée leur estomac devenu peu difficile. Au fait, ta voiture est toujours au garage? Interroge Julien en finissant son soda. Oui, d'ailleurs je me demande si elle sera réparée un jour. Il paraît que cette fois c'est la pompe à eau. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec cette caisse. J'ai encore fait une affaire.
Du coup, il ne me reste plus qu'à rentrer à pied. Ça me fera du bien, tu me diras. J'ai les jambes lourdes, avec les kilomètres que je m'enfile en courant, répond Alexis en poussant la porte du restaurant. Ok, à demain alors, même heure et même endroit. Ciao. Julien Rocher loge non loin du restaurant universitaire. Le resto U comme les étudiants l'appellent. Il a obtenu cette année encore une chambre d'étudiant dans une résidence Crous vieillissante, un petit 15 mètres carrés, avec le minimum savamment agencé pour pouvoir y vivre. Son quotidien s'inscrit le long de la rue du docteur Paul Michalon, qui borde les bâtiments de son université, le resto U et sa résidence. Seules ses sorties nocturnes et ses séances d'entraînement à la piscine de Grouchy lui permettent de s'échapper du quartier. À chaque fois qu'il entre dans sa chambre, il médite sur le fait que la majorité de la population ne pourrait vivre dans de telles conditions, mais que l'on y loge des étudiants n'émeut pas plus que ça les gouvernements successifs. Cependant, sa bourse universitaire, ajoutée à ce qu'il a pu mettre de côté en travaillant l'été, lui permet de vivre, sans excès, mais décemment. Alexis Sanchez habite un peu plus loin. Cette année, il n'a pas obtenu de chambre d'étudiant, mais est resté dans le quartier de la Métard, trouvant un petit appartement dans ses prix, à quelques centaines de mètres de la fac, dans la direction opposée au logement de son ami. Un gros kilomètre sépare les résidences des deux jeunes hommes. Comme les recalés du Crous, il s'est adapté, en jetant son dévolu sur un petit T1, dans une barre d'immeubles sans âme, donnant sur la rue Virgile, face à la cité technique Monet-Fournéron qui termine le campus. Pour entrer chez lui, il passe devant le gymnase de la Métard, puis emprunte la rue de l'Université jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la rue Virgile, qui dessert ensuite son allée. Cette route est bordée des deux côtés de bâtiments en béton, de places de stationnement par dizaines, et quelques platanes colorent cette grisaille citadine. L'éclairage public y est symbolique et Alexis se demande chaque soir comment il n'y a pas plus d'agression dans ce coin reculé du campus. Ce soir, il fait spécialement froid. L'hiver approche et la neige frappe aux portes de Saint-Étienne. Effectuant sa 3e année dans cette ville, il sait qu'elle prend ses aises sur les hauteurs, une grande partie de l'hiver. Tous les soirs, Sanchez met à profit ce quart d'heure de marche pour faire le point sur ses recherches et révisions, ses objectifs à atteindre chaque semaine, afin d'évaluer le travail accompli et celui qui lui reste à fournir. Perdu dans ses pensées, il aperçoit au loin les premières ombres des barres d'immeubles de son quartier. Plus il approche, plus il distingue une agitation inhabituelle au pied de son bâtiment. Un petit attroupement, rare en ces lieux et par une telle température, s'est créé au bas de l'immeuble, côté rue Virgile. Alexis accélère le pas, poussé par la curiosité et le froid. Un véhicule sérigraphié police et un VSAB des sapeurs-pompiers le doublent, gyrophare en marche. Quelques instants plus tard, il hésite un instant puis se joint à la foule avant d'être arrêté net par une vision d'horreur. Une jeune femme gît sur le sol, vêtue d'un jean délavé et d'un pull à col roulé. Il n'arrive pas à en voir plus. Les policiers et les pompiers, s'affairant autour du corps, chaque geste maîtrisé et précis, comme un ballet que chorégraphie pour l'occasion un officier de police. Alexis reconnaît parmi les hommes en uniforme Ahmed Lamri, un jeune gardien de la paix, licencié dans le même club d'athlétisme que lui. Les deux sportifs pratiquent ensemble la course de fond. « Salut Alex, qu'est-ce que tu fais là ?» lui demande le gardien de la paix en lui tendant une main fraîche et franche. « J'habite là. »« Qu'est-ce qui se passe ?» répond-il abasourdi en lui tendant la main. « On ne sait pas encore. Ce dont on est sûr par contre, c'est que cette jeune femme est morte et qu'elle n'est plus très jolie à regarder, la pauvre. Apparemment, elle est tombée de ce bâtiment, mais on ne sait pas encore de quel étage. On n'a pas encore pu trouver de témoins, bref, on n'est pas couché. »« Tu permets que je regarde ?» demande Sanchez en interrompant son ami. « Ce n'est pas de la curiosité morbide, mais bon, peut-être que je la connais. J'habite ici également. » « Pourquoi pas ? Après tout,
Ça va peut-être nous faire gagner du temps, mais... Attends une seconde, ne bouge pas. Je vais quand même demander à l'officier, il n'est pas commode. Pas de souci, je patiente. Il observe le policier s'adresser à l'homme en question. Celui-ci, le front dégarni, affiche une petite trentaine d'années, sans doute un lieutenant, pense-t-il, et semble peu habitué à ce climat, soufflant dans ses mains toutes les 10 secondes pour se réchauffer. Les deux policiers échangent quelques mots et rejoignent Sanchez. « Bonsoir, monsieur. Gardien de la paix Lamrim dit qu'il vous connaît et que vous habitez ici. »« Oui, lieutenant. J'habite au 6e, indique-t-il en levant le menton en direction de son étage. « Je peux peut-être vous aider ?»« Capitaine Mourier, pas lieutenant, » rectifie l'officier. « Ma foi, si vous avez le cœur bien accroché. J'espère que vous la connaissez, parce que je ne me vois pas faire défiler tous ceux qui veulent vérifier si c'est une copine. Et ne prenez pas de photos comme tous ces cons. » Attendez une petite seconde que les collègues les aient éparpillés. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça, comme si c'était un spectacle que de voir ça. Je m'en occupe tout de suite, capitaine. C'est inattendu de voir Ahmed en uniforme et obéir si rapidement. Lui qui aux entraînements traîne pour installer les plots ou pour répondre aux exigences de l'entraîneur. Les gardiens de la paix, Lamri en tête, s'affairent pendant quelques minutes à rendre la zone aux enquêteurs et à disperser tant bien que mal les curieux. « C'est bon, Alex, tu peux venir. »« Ok, allez-y. Mais je vous préviens, ce n'est pas un film, là. C'est un vrai cadavre, avec tout ce que cela comporte. » Alexis Sanchez s'approche de la scène. Il s'agenouille à côté du corps sans vie. À bientôt 20 ans, c'est la première fois qu'il en voit un. Et cette première fois porte les traits d'une jeune femme de sa génération. Le visage est déformé par un masque de terreur et toutes les articulations décrivent des angles de torsion improbables. Elle n'est vêtue que d'un jean et d'un pull à col roulé, avec un seul chausson aux pieds rouges, comme le sang qui perle de sa bouche. Ses yeux bleus exorbités expriment cette peur que l'on doit ressentir lors d'une telle chute. Ses jambes sont brisées, si désarticulées que cela se voit même à travers son pantalon à peine déchiré. Ses cheveux longs et blonds, ce teint clair, cette silhouette frêle, ne lui sont pas inconnus. Il n'y a malheureusement pas de doute pour lui. « Je la connais, » dit-il en se relevant doucement et en essayant de cacher son émotion. « Vous êtes sûr ?»« Bien sûr que je suis sûr. Sinon je vous le dirais pas. Elle habitait, au même étage que moi. Je la croisais tous les matins en allant en cours. On avait discuté une fois ou deux ces derniers temps. Elle avait l'air sympa. Je lui avais demandé d'où venait son accent. Elle m'avait dit fièrement qu'elle était biélorusse. Biélorusse. Ok. Et que vous avait-elle dit d'autre? Elle s'appelait comment? On n'avait pas vraiment eu de discussion, juste un peu sur l'actualité, vous voyez, avec ce qui se passe vers chez elle. Du coup, je ne connais pas son nom, elle ne me l'a pas dit. Vous savez, ici, tout le monde est toujours pressé, on ne prend pas le temps d'approfondir. Pour son nom, ça ne devrait pas être dur à trouver pour vous. Je ne faisais que la croiser jusqu'à ces derniers temps. C'était une fille très discrète. Si vous voulez, je peux vous montrer sa chambre. Allez, c'est parti. Bon, vous deux, les pompiers vont partir, alors vous gardez le corps en attendant l'arrivée du médecin pour qu'il délivre le certificat et vous me prévenez quand il arrive. Lamri, toi et ton collègue, vous venez avec moi là-haut. Bien, capitaine. L'ascenseur en panne, ne semblant pas être la priorité du bailleur, les trois hommes entament la montée des escaliers. Les étages s'enchaînent et très vite l'officier ne râle plus, occupé à se concentrer sur son souffle. Sanchez se demande si le gradé est toujours aussi désagréable ou s'il est seulement de mauvaise humeur. Ça y est, le 6e étage se profile enfin. Dans les couloirs, la nouvelle s'est déjà répandue. Apparemment, il n'est pas le seul à avoir reconnu leur voisine de palier. « Bon, elle est où cette piole ?» demande Mourier, légèrement essoufflé. « C'est celle-ci, là, à 608. Mais on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur, il n'y a pas de poignée aux portes ici. Il faut faire attention au courant d'air. »« Et comment on fait maintenant, alors ? Vous ne pouviez pas le dire avant ? » ?»« Lamri, essayez de trouver s'il y a un concierge ou un gardien qui aura un pass. » Une seconde,
Il y a mieux à faire. Je vais vous l'ouvrir, cette porte. Enfin, si elle n'a pas fermé le verrou. Sanchez disparaît quelques instants dans sa chambre et en ressort avec une radiographie. « Vous pensez vraiment que vous allez réussir à ouvrir avec ça ?» demande l'officier en voyant revenir l'étudiant avec une radiographie. « Laissez, je vais essayer. J'ai l'habitude, vous allez voir, ça devrait être rapide. » L'étudiant est agacé par le ton hautain de son interlocuteur. Il glisse la radiographie sous la porte, puis la remonte délicatement par le côté, doucement, jusqu'à atteindre la gâche. Une fois en face de celle-ci, il monte la radio plus doucement encore, en donnant de petits coups d'épaule dans la porte. Il y est presque. Et en quelques secondes, cette dernière cède. Voilà. Vous voyez que vous n'êtes pas monté pour rien. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci, marmonne l'officier. Quand on s'est fait avoir une fois par un courant d'air et que ça vous a coûté le prix d'un serrurier le week-end, on apprend à se débrouiller pour ne pas se ruiner à chaque coup de vent. Les deux policiers entrent dans l'appartement de la jeune femme et une fois les lieux sécurisés, sont rejoints par l'étudiant. Un couloir désert, sur la droite la salle d'eau et face à eux l'unique pièce de l'habitation. Le lit se trouve sur la droite, il est en bataille, la couette froissée sur le sol. Des posters de groupes de rock inconnus tapissent les murs blancs. Les feuilles sont éparpillées par terre, des cours probablement. Un cadre de photos vide et cassé se trouve sur le sol. Un chausson sur le lit et l'armoire entr'ouverte finissent de décrire le désordre dans le modeste logement. De la fenêtre grande ouverte, on aperçoit l'agitation des fonctionnaires 6 étages plus bas, tandis que les flashs des téléphones portables crépitent à de nombreuses fenêtres. L'officier cherche sur le bureau de la jeune femme, sur son lit, et même dans la salle de bain, une quelconque lettre d'adieu, un téléphone portable, en vain. Par contre, il trouve sur le sol un passeport avec la photo de la victime.